J'ai su immédiatement en voyant les premières secondes de Midsommar que ce film cachait déjà beaucoup de détails importants et surtout une seconde lecture plus profonde. Midsommar, que l'on peut traduire du suédois par solstice d'été, est un film d'horreur écrit et réalisé par Ari Aster, dont c'est le second long métrage. La particularité de ce film d'horreur est qu'il va à l'encontre des codes du genre. En effet, le film ne se passe pas la nuit dans une ruelle sombre, une maison hantée ou un manoir mystérieux, mais pendant un été chaud, au ciel magnifiquement bleu et à la verdure luxuriante. Mise en scène précise, travelling impeccable, rupture de rythme et images troublantes, voilà tout ce que nous offre le réalisateur. Une maîtrise simple et parfaite de son sujet pour mieux nous faire entrer dans une symphonie de confusion et d'effroi. Et c'est à partir de nombreux éléments et de recherches que je vais essayer de décrypter les coutumes de cette communauté et peut-être débusquer un meurtrier caché. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo contient des spoilers et qu'il est nécessaire d'avoir vu Midsommar pour suivre cette analyse. Midsommar raconte l'histoire d'un couple, Danny et Christian, qui sont sur le point de se séparer quand une tragédie touche la famille de Danny. Attristé par le deuil de sa petite amie, Christian décide de ne pas la quitter et l'emmène avec lui et ses amis en Suède, où il participe à un festival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans, dans un petit village isolé. Mais les vacances se transforment vite en une série d'événements sinistres et inquiétants. Commençons par les illustrations. Dès le début du film, nous pouvons voir une fresque dont les dessins peuvent nous rappeler les œuvres de Jérôme Bosch, peintre néerlandais du XVe siècle. Cette fresque est accompagnée d'une musique qui, dans la bande originale, s'intitule Prophecy, ce qui est très parlant, je ne vous le cache pas. Les illustrations de la fresque nous révèlent le futur et annoncent tout ce qui va se passer, sans bien évidemment trop en dire. En regardant la première illustration à gauche, nous y découvrons l'introduction du film avec la tragédie qui va toucher Danny. On peut voir la mort se saisir des parents, de la sœur, mais pas de Danny, dont elle coupe le câble de la fatalité. En effet, la personne symbolisée par la mort a besoin de la jeune femme et de la maintenir en vie pour assouvir son projet. La seconde illustration nous montre Danny en pleurs, qui est consolé par son petit ami, Christian, qui semble croiser les doigts dans son dos. Au-dessus d'eux, un homme est assis sur la branche d'un arbre et écrit un texte. Cet homme n'est autre que Pélé, un des amis de Christian qui les invite à venir assister au festival dans le village de son enfance. Pélé conduit ses amis vers son village qui ressemble à un paradis. Nous y voyons Danny à gauche, qui est à un carrefour de sa vie et navigue dans un brouillard émotionnel qui embrume sa faculté à regarder et analyser l'horreur à venir. Un détail amusant, dans la chambre des parents, nous pouvons voir un portrait de Danny avec un pot de fleurs derrière. L'alliance des deux objets montre Danny avec une couronne de fleurs. Christian, son petit ami anthropologue, qui a la capacité de refouler ses émotions et minorer celles des autres, Josh, l'érudit, qui vient pour faire une thèse sur les coutumes de la communauté et est représenté avec une pile de livres. Marc, qui lui n'est là que pour passer du bon temps et s'amuser, choisissant d'ignorer la première cérémonie sans intérêt pour lui au profit d'une bonne sieste. On notera que sa tête est coiffée d'un chapeau muni de grelots. Au début du film, on peut y voir un parallèle avec un portrait ici de l'épouvantail et ici avec cette poupée. Quand on repense à la fin du film, tout prend sens. Il sera aussi témoin d'un jeu qui occupe des membres de la communauté. Le jeu s'appelle « Écorcher le fou ». Quand Marc mourra, il sera en effet écorché et sa peau servira de masque et d'effigie de paille coiffée d'un chapeau de bouffon. Et enfin, Pélé qui les conduit au son d'une douce musique que nous retrouvons ici à l'entrée du village. La partie suivante nous montre l'arrivée du groupe au sein de la communauté en passant par ce fameux cercle représentant la porte du soleil. Et on peut noter que le chemin menant vers Arga est jalonné de millepertuis, fleurs jaunes connues pour ses propriétés dans le traitement de la dépression. On peut remarquer un parallèle intéressant avec le magicien d'Oz. La route de briques jaunes, Dorothée et Danny fuient une réalité pesante, Marc et l'épouvantail en manque de cerveau, Josh le robot sans cœur, et Christian, qui est certes un ours dans le film, mais il faut savoir que l'ours est, lors des premiers siècles en Europe, le roi des animaux jusqu'à l'arrivée du christianisme pour être remplacé au fil des siècles par le lion. Et le lion, dans le magicien d'Oz, est en manque de courage qui manque aussi à Christian pour quitter Danny. Il est bon de noter que 3 femmes leur offrent du vin, 3 autres femmes leur offrent la mort, et que 3 d'entre elles sont nues.
Traduction, drogue, sexe et mort. En haut, nous pouvons voir la fameuse chute des aînés et en bas, l'ours que nous retrouvons ici dans le film. Dans la dernière partie de la fresque, Danny danse avec des filles et des squelettes dont certains jouent de la musique sous un soleil qui observe la scène avec presque le même sourire que la mort dans le premier dessin. Nous pourrions penser, à la vue de ces rictus, que tout semble se dérouler comme prévu dans le plan infernal de la communauté. Nous y voyons aussi le fameux banquet où Danny est reine de mai. Analysons maintenant chacune des illustrations que nous pouvons trouver dans le film et qui, comme dit précédemment, annoncent le futur. Dans le film apparaît pour la première fois l'ours dans la chambre de Danny, au-dessus de son lit. Et pour revenir sur ma comparaison avec le magicien d'Oz, nous pouvons voir dans cette illustration deux personnes ayant une flamme dans la main. Dans le film, nous pouvons voir que ces deux personnages sont en fait les anciens qui célèbrent leur dernier jour sur Terre. La seconde peinture représente l'une des étapes du rituel Atestupa, qui est une pratique mythique du géronticide à l'époque de la préhistoire nordique, au cours de laquelle des personnes âgées se seraient ou auraient été jetées à mort. Dans le film, deux anciens du village se tranchent la main avant de sacrifier leur vie en sautant d'une falaise. Les fleurs de chaque côté de l'aîné représentent la fertilité et la régénération. Un peu plus loin dans le film, nous pouvons voir cette autre tapisserie qui décrit exactement ce qu'une jeune fille de la communauté fera pour que Christian tombe amoureux d'elle et lui fasse un enfant. Lors de la cérémonie d'accouplement, on note la présence d'un symbole suspendu au-dessus des personnages, qui est un motif retrouvé dans de vieilles peintures murales Helsing et représente le cycle de vie. Dans la tapisserie, nous voyons la jeune fille mettre des fleurs derrière son oreiller. Mais dans le film, nous voyons une femme mettre des ciseaux derrière l'oreiller de l'enfant. Nous pouvons peut-être conclure qu'après la période d'allaitement, l'enfant n'est plus lié à sa mère, mais à la communauté comme nous pouvons le voir ici. Vers la fin du film, Christian se retrouve face à un dessin représentant un ours, et sans le savoir, il est face à une représentation de son futur. L'ours ici va représenter le mal, le monstre noir dont on parle lors de la cérémonie. Men nu, i livsbejakande trots mot en mörke, så dansar vi tills vi stupar. Cette illustration représente le concours de danse que Danny va remporter pour devenir la reine de mai. Elle va assurer de bonnes récoltes, une vie saine et la fertilité. Enfin, voici deux illustrations qui ne sont pas réalisées dans le film. Et c'est là qu'on prend conscience de toute l'horreur de ce long métrage. Car toutes ces fresques qui semblent nous montrer le futur de nos personnages, elles sont surtout le témoignage d'un passé qui se répète depuis des générations. Combien de sacrifices et de souffrances ont entretenu ce dogme et ces croyances? Analysons maintenant les symboles, les runes. Siv porte l'Ansuse sur sa tunique. Elle signifie dieu ancestral et est associée à Odin de par sa signification. Elle représente l'inspiration essentielle à l'écriture des rituels. Christian porte Tiwaz, c'est la rune du sacrifice consenti. Et ce symbole est en effet le plus approprié pour ce personnage. Danny, quant à elle, porte deux runes, toutes deux inversées. La première, Reido, symbolise l'initiation et nous aide à trouver l'équilibre en soi. La seconde rune, Dagaz, est annonciatrice d'un changement qui vient modifier le cours des événements de façon positive. Elle annonce le début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle étape dans la vie. On peut noter que ces runes sont inversées et cela a un sens. Danny va devoir traverser son deuil, sa dépression et renier ce passé pour pouvoir atteindre ce nouveau cycle. Nous retrouvons aussi dans l'agencement des tables la rune Otala. Cette rune renforce les liens existants entre les membres d'une communauté. Elle représente l'unité. À Arga, les représentations sont plus qu'explicites. Elles sont ce qui s'est et va se passer. Un cercle infini de coutumes qui continue de se perpétrer. Seul le hasard de la nature, de la vie, est incontrôlable et c'est pour cela qu'ils doivent instaurer un ordre exposé à la vue de chacun et envoyer des pèlerins recruter les futurs sacrifiés. Nous pourrions penser, en voyant cette communauté, que la croyance des Arga est solide et bien ancrée dans la conscience collective. Pourtant, je ne partage pas cette vision et je vais essayer de vous communiquer ma réflexion. Prenons par exemple les cycles de la vie pour chaque membre de la communauté qui est divisé en 4 saisons de 18 ans chacune. Well, we think of life like the seasons. So you're a child until you're 18 and that's spring. And then at some point we all do our pilgrimage, which is between 18 and 36, and that's summer. And then from 36 to 54, we're a working age, which is fall. And then finally from 54 to 72, you become a mentor.
What happens at 72? Pourtant, en écoutant Siv, ce moment est un moment de joie. It's fucked! Those two Hujans has just reached the end of their Horga life cycle, and you need to understand it as a great joy for them. A joy? Yes, and when it's my turn, it will be a great joy for me. En est-on bien sûr? Lors du déjeuner, l'homme affiche un visage fermé, la femme a les yeux pleins de larmes. Les deux semblent résignés. Et s'ils se sentaient obligés de se sacrifier pour que les valeurs et dogmes perdurent dans l'esprit des plus jeunes? Si la femme vise la pierre, l'homme, lui, semble vouloir se raccrocher à la vie en sautant non pas horizontalement, mais verticalement. Il en va de même dans le sacrifice à la fin. Les deux volontaires sont souriants et tout le monde échange des gestes affectueux avec eux. Mais regardez bien de l'autre côté de la cabane, cette femme en larmes que tente de consoler une proche. Et si elle remettait en question tout ça? Cette femme est contrainte de s'isoler pour ne pas montrer son chagrin et ne peut réintégrer le groupe qu'après l'avoir dissimulé pour ne pas créer de doute dans les esprits des futures générations. On peut y voir ici les limites d'un fonctionnement où le collectif doit primer sur l'individuel. Cette femme ne peut mettre en danger avec ses pleurs l'idéal du sacrifice pour le bien commun. Enfin, on voit le doute puis la terreur s'installer dans l'esprit du volontaire qui comprend son erreur. Les Ergan cherchent à donner du sens à leurs principes par un dogme bien ficelé où chacun trouve une réponse à sa quête de sens. Mais malgré toutes ces belles promesses, l'horreur qui découle de ce dogme invite forcément certains membres de la communauté à douter. Et c'est pour mettre fin à ce doute qu'on fait appel aux pèlerins. Et oui, il y a bien un meurtrier caché, et celui-ci est l'un de ces pèlerins. Il est l'organisateur et le responsable de la mort des parents et de la sœur de Danny. Qui? Pélé. Pour vous dire la vérité, j'ai senti qu'il avait un rôle dans cette histoire à cause d'un minuscule détail. Au tout début du film, il semble se réjouir de la venue de Danny dans le village, et je me suis rendu compte lors de ce dialogue que celui-ci ne clignait pratiquement pas des yeux. Et c'est à ce moment que je me suis posé cette question. Pourquoi admire-t-il autant cette jeune femme? Tout a rapidement eu un sens pour moi et je vous partage mon analyse. Pour convertir une fille comme Danny venant de l'autre monde, il faut qu'elle soit d'abord dans un état psychologique très fragile, afin de mieux pouvoir la manipuler, en montrant du positif, lui offrir des petits présents, lui apporter du réconfort, lui montrer son attachement et la hisser à un rôle et des responsabilités importantes. Cet état psychologique, Pélé l'obtient en tuant sa famille et en faisant croire au suicide de sa sœur. Or, même si celle-ci a des problèmes psychologiques, il est rare pour une personne qui se suicide de tuer ses parents en même temps. Mais admettons que ça soit possible, regardez ce que dit Danny. Well, she's my sister, and even you said that this email seemed different. Yeah, right, but Elle insiste sur le fait que les messages de sa sœur ne ressemblent pas à ce qu'elle écrit d'habitude. De plus, quand quelqu'un veut se suicider, il ne donne pas l'alerte au risque de faire échouer sa tentative. Si on regarde de plus près, les parents sont morts asphyxiés, tout comme la sœur, me direz-vous. Eh bien, pas vraiment. La sœur semble s'être débattue et on voit des traces de vomi. L'assassin a dû lui coller le tuyau à la bouche pour être sûr qu'elle meure une bonne fois pour toutes et que ça reste un suicide aux yeux des forces de l'ordre. Enfin, Danny ne reçoit pas un appel de sa sœur, mais un appel anonyme. On pourrait penser que ce sont les secours, mais qui a appelé les secours? Quelqu'un les a bien prévenus, et ce quelqu'un savait ce qui s'était passé quand on voit que les pompiers ont déjà tout l'équipement nécessaire dès leur entrée dans les lieux. Pélé avait besoin de Danny et savait qu'il pouvait la convertir. Il lui fallait maintenant les collègues. Si l'un, Mark, veut s'amuser, il faut convaincre les deux autres déjà avec une belle thèse à la clé. Josh et Christian, futurs docteurs en anthropologie, deviennent ainsi aveugles par avidité aux dangers qu'ils encourent. Et en bonus, la promesse de belles filles et un beau festival qui a lieu une fois tous les 90 ans. Pour information, le festival a lieu tous les ans. On le sait grâce aux photos sur les murs et il serait aussi impossible de mourir à 72 ans si l'on doit attendre 90 ans pour le faire. Vous l'avez compris, les 90 ans n'existent pas. Pour convaincre Danny de petit à petit lâcher prise, Pélé parle de la perte de ses parents dans un incendie. Ici, I mean, I lost my parents too, so I kind of have some idea. et ici aussi. My parents, they burned up in a fire and I became technically an orphan. So believe me when I tell you that I know what it's like, because I really, really do. Il insiste bien sur l'empathie qu'il a pour elle. Il est fort probable que Pélé n'ait jamais connu ses parents au vu des règles de la communauté.
mais surtout qu'il a peut-être assisté à leur sacrifice, volontaire ou pas, lors d'une des cérémonies. Il est important de noter que lors de l'arrivée du groupe à Arga, c'est Danny qui se fait accueillir par un « bienvenue chez vous », comme si les habitants l'avaient déjà sélectionné ou étaient au courant. Welcome home. Oh, Oh, we are so very happy to have you. ah, Yeah. thank you. Et maintenant, regardez bien. Prenons l'illustration au début et admettons que Pélé soit la mort. Il est aussi celui qui tire les ficelles sur son arbre et tout se passe comme il l'a imaginé. Il emmène les enfants en leur jouant de la flûte comme le flûtiste d'Amelin, et ils seront sacrifiés. Une fois passée la porte sacrée, ils sont jetés en pâture aux autres meurtriers de la communauté. Pélé se charge de convertir Danny, Mara se charge de séduire Christian, Inga se charge de tuer Marc, elle devra s'y reprendre à 3 fois, et les anciens s'occupent de Josh, Connie et Simon. Et si nous regardons bien cette illustration, nous y voyons une ligne noire. Il suffit de plier la feuille pour voir que les deux sourires s'imbriquent parfaitement. Pélé n'est plus sur l'arbre, mais sous le rocher sacré représentant le cycle perpétuel de la vie. Mais surtout, le personnage de Danny est au centre de la danse, entouré maintenant de ses parents et sa sœur. Tout comme dans cette séquence après la danse où on les retrouve. Son père, sa mère, et ici, sa sœur. Le plan de Pélé est parfait et nous voyons son sourire, celui de la mort, s'unir à celui du soleil représenté par Danny. Ce sourire qu'elle affiche au dernier plan du film montre la libération de son passé et de ses traumas grâce à cette nouvelle philosophie de vie. C'est donc un conte de fées pour elle et un cauchemar pour les autres. Danny était un poids pour son groupe. Dans ce nouveau groupe, elle est une reine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et laisser un petit commentaire en dessous, ça fait toujours plaisir. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine théorie.